Bonjour messieurs, dames et chers invités du CIFAL. Alors, comme je vous le disais, maintenant une communication, celle de Messoud Belambri, qui est le président du SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine. Messoud Belambri va évoquer un sujet extrêmement sensible. Il y aura sa communication maintenant dans un premier temps, et puis nous allons en discuter tout à l'heure lors du débat, après une présentation similaire du SAFU. Alors, Messoud Belambri sur la dispensation des morphiniques en officine. Salam alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, la communication d'aujourd'hui est destinée aux pharmaciens d'officine, principalement dans le but de les sensibiliser et de leur rappeler le rôle important que peut jouer le pharmacien d'officine au sein du système de santé. Il y a des tâches qui ont toujours été, je dirais, du monopole du pharmacien d'officine, mais avec le temps, on les a un peu oubliées, on les a abandonnées. Donc c'est beaucoup plus une communication que je dirais, je qualifierais de principe, de rappel par rapport à l'une des vocations les plus importantes du pharmacien d'officine, parce que de manière générale, nous, en tant que pharmaciens d'officine, en tant que pharmaciens, de manière générale, notre métier, c'est le médicament. C'est détenir et dispenser les médicaments. C'est un monopole. Mais malheureusement, avec la pratique, avec le temps, avec les années, on a un peu abandonné certaines missions que personne ne peut accomplir à notre place. Parmi l'un des volets, justement, que je qualifie de très important, que nous avons abandonné avec le temps, ou même pour certains, peut-être qu'ils n'ont jamais exercé. C'est la gestion donc du tableau B, la gestion des stupéfiants, des morphiniques et dérivés morphiniques. Et de manière générale, donc, c'est comme si on abandonnait une frange entière de nos patients à leur propre sort. Donc c'est pour ça que les organisateurs, M. Chekhi, dès qu'il m'a proposé le thème, j'ai tout de suite accepté parce que nous devons nous réapproprier ce secteur. Nous devons apprendre ou bien réapprendre à assumer notre mission au sein de ce système de soins, du système de santé. C'est notre travail, c'est notre métier et nous devons l'assurer. Donc, l'accès aux soins est un droit fondamental, humain, constitutionnel pour tout malade. Le médicament, c'est notre compétence, c'est notre métier et c'est notre monopole. C'est donc par conséquent une responsabilité et un devoir envers nos malades. Nous devons apprendre et comprendre comment lutter contre la douleur au moyen des opioïdes forts pour améliorer le retour à domicile des patients. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la majorité des cas, c'est des malades très lourds qui étaient pris en charge en milieu hospitalier, qui ont subi des opérations lourdes ou bien, par exemple, qui ont subi des traitements dans le cadre de soins contre le cancer. Et une fois sortis du milieu hospitalier, il y a donc ce problème de prise en charge en matière médicamenteuse, mais aussi en matière de conseil. Le conseil qui est notre vocation principale en tant que pharmacien d'officine et en tant que pharmacien. Nous devons assumer cette tâche qui est de prendre en charge une catégorie spécifique, sensible et affaiblie par la maladie. C'est aussi une manière d'affirmer notre rôle au sein du système de santé et de la société et d'exercer pleinement notre profession et de la préserver. Si on est pharmacien, c'est aussi donc pour assumer toutes les tâches qui nous incombent. On ne peut pas se contenter uniquement
de dispenser des produits de tableau A et C, liste 1 et liste 2, et abandonner une partie de médicaments qui pourtant touchent à une frange de la population des malades qui en a vraiment besoin, et seul le pharmacien peut assumer cette tâche. Donc, au sens de la loi par rapport aux produits stupéfiants du tableau B, la définition selon la loi 04-18, c'est l'article 2. La loi 04-18, c'est la loi qui porte lutte contre l'usage illicite des psychotropes et stupéfiants. Donc, elle a été signée et publiée le 20 décembre 2004. C'est une loi très, très sévère, très répressive par rapport donc à la gestion des stupéfiants et des psychotropes. En ce qui nous concerne, bien sûr, ça touche aussi les autres drogues comme la cocaïne, le cannabis, etc. Donc l'article 2, il définit les stupéfiants comme étant donc toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau 1 et au tableau 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972. Bon, il y a un enchaînement sur la définition des produits psychotropes. Il faut que vous sachiez que dans le cadre de l'ONU et de l'OMS, il y a des conventions internationales signées donc depuis les années 60 et 70 qui donc fédèrent tous les pays du monde pour lutter contre le trafic des drogues et des stupéfiants et des psychotropes. Et les lois de notre pays, la loi de la santé, la loi 04-18, etc., s'inspirent de ces conventions pour instaurer donc une réglementation locale pour gérer, c'est-à-dire la gestion de ces produits stupéfiants et psychotropes. Donc c'est dans un cadre global mondial. Sur le plan pharmacologique, donc les stupéfiants, c'est une substance médicamenteuse ou non, parce que ça peut être de la morphine, de la cocaïne, de l'herbe, dont l'action sédative, analgésique, narcotique et ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance. Donc, ce qui est le plus inquiétant justement dans cette catégorie de produits, c'est l'accoutumance. Quelques exemples en matière de produits morphiniques et stupéfiants. Donc, on a la morphine, l'opium, la codéine, la méthadone. Il faut savoir que la méthadone, actuellement, elle est utilisée, introduite pratiquement depuis moins d'une année en Algérie pour accompagner les toxicomanes dans leur prise en charge. Il y a un institut spécifique qui s'occupe de ça, Ficheraga. Donc, dans notre carrière, on a connu donc, nous, le palfium, le dolosal. Et puis, actuellement, on parle de plus en plus de la méthadone qui est utilisée pour faire sortir les toxicomanes de leur dépendance et de l'accoutumance. Les propriétés de la morphine et ses dérivés. La morphine combat les très fortes douleurs. On peut l'administrer par la bouche, par injection, par la peau, les patchs. Je vous informe que la PCH a importé les patchs à un moment donné, mais malheureusement, faute de réglementation adaptée, pratiquement ils n'ont pas été utilisés, ils ont été périmés. Et même par spray, par le nez. Donc la morphine bien employée, elle est très efficace sur la plupart des douleurs. Dans les cancers, elle peut être également utilisée pour d'autres douleurs qui ne sont pas liées à des cancers. Par exemple, les douleurs post-opératoires, les blessures. Vous savez très bien que les soldats américains utilisaient eux-mêmes la morphine et se piquaient lors de la guerre du Vietnam quand ils étaient blessés. Justement, la crainte, je disais, c'était surtout l'accoutumance et la pharmacodépendance, mais quand elle est convenablement utilisée, quand le protocole thérapeutique est respecté, ce risque devient quand même gérable. La morphine présente des effets secondaires bien connus des médecins, et nous devons aussi bien les connaître en tant que pharmacien. Le principal est la constipation. Vous avez la constipation, les nausées, les vomissements, les sensations de vertige, la somnolence,
l'hypotension, les tremblements et les dépressions respiratoires. Par rapport à la réglementation, donc il y a la loi 04-18, elle gère principalement les infractions à l'utilisation légale. Donc depuis le 29 juin 2013, il y a un arrêté ministériel qui gère spécifiquement donc, la prescription et la dispensation des produits morphiniques. C'est un arrêté signé par le ministre de la Santé. Donc vous voyez bien, l'arrêté fixe les modalités de prescription et de dispensation de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants. Les modalités de prescription. Donc c'est l'article 2. Toute prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation de la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur ordonnance extraite d'un carnet à souche. On entend beaucoup parler de carnet à souche, mais je pense très peu d'entre nous ont réellement eu à manipuler des ordonnances provenant d'un carnet à souche. Le carnet à souche est établi, donc il y a un modèle qui est arrêté par ce texte. Voilà, c'est l'exemple donc d'un carnet à souche. Il contient en double les informations par rapport au prescripteur, l'adresse, le numéro du carnet, le numéro de l'ordonnance, le numéro de téléphone. Il y a même le numéro d'inscription au Conseil de l'ordre qui est donc exigé. Le médecin prescripteur de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants doit indiquer en toutes lettres lisibles ce qui suit. Donc l'identification de l'établissement de santé public ou privé auquel appartient le médecin, l'identification du prescripteur avec l'intitulé précis de sa fonction, numéro de l'inscription au Conseil de l'ordre. L'identification précise du malade, le nom, prénom, le sexe, l'âge, le cas échéant, donc ça c'est des informations non obligatoires mais complémentaires, la taille et le poids. L'identification des médicaments, du ou des médicaments, la formule détaillée, le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit d'une préparation magistrale, parce qu'il peut y avoir des préparations magistrales à base de morphinique ou bien de produits stupéfiants. Et on va en avoir un exemple plus tard. Parce qu'il faut savoir que le problème de trouver les médicaments psychotropes au niveau de l'officine ne se rencontre pas uniquement au niveau de l'Algérie, même en France. La forme pharmaceutique, le dosage, la posologie, la durée du traitement et la voie d'administration, le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises, le dosage, les doses ou les concentrations de substances s'il s'agit de spécialités pharmaceutiques. Il est interdit de prescrire ou de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation magistrale. Parce que pour préparer, on peut avoir donc à l'état pur différentes matières stupéfiantes ou bien la morphine même à l'état pur, mais on ne peut pas en délivrer c'est-à-dire de manière comme ça singulière. Il faut que ça soit dans le cadre d'une préparation. Modalité de dispensation. Donc ça concerne directement le pharmacien. L'ordonnance comportant une prescription de médicaments, je rappelle que c'est un arrêté quand même assez récent. C'est l'arrêté de 2013, signé par le ministre de la Santé. L'ordonnance comportant une prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être dispensée dans sa totalité ou par la totalité de la fraction du traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les 48 heures. C'est-à-dire s'il vient après 48 heures, elle ne peut pas être dispensée. En France, c'est 3 jours. Chez nous, c'est 2 jours. Suivant la date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente. Et par rapport à ça, justement, il y a même donc une réglementation qui va changer pour la dispensation des psychotropes. Il y aura donc un délai, une durée de vie limitée pour les médicaments psychotropes. Ça va venir. Si l'ordonnance est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription citée à l'article 6 ou la fraction de traitement restant à couvrir. C'est-à-dire, si elle est prescrite et que le malade ne se présente pas
se présente en retard, on ne délivrera que la quantité qui reste. La durée maximale de prescription est limitée à 28 jours. Là, il y a un changement fondamental parce qu'auparavant, c'était limité à 7 ou 14 jours. Et puis, sur le plan international, il y a eu des modifications qui prolongeaient donc la délivrance pour une durée atteignant les 28 jours. Mais en Algérie, ça n'a pas suivi. Donc, ça n'a été fait qu'en 2013. C'est grâce à cet arrêté que la durée de délivrance, c'est-à-dire la quantité des médicaments dispensés par le pharmacien, pouvait donc couvrir une durée de 28 jours. Ça n'a été fait que depuis 2013. Donc là, c'est les différentes durées de traitement et les différentes quantités de délivrance des médicaments. Donc nous avons donc 28 jours fractionnés pour 14 jours, 28 jours fractionnés pour 14 jours et puis 7 jours. Donc la règle c'est ça, c'est 7, 14, 28. Et puis tout dépend aussi de la nature des produits concernés par la prescription. Ces informations, vous pouvez les retrouver, Inch'Allah, par la suite sur le site du SNAPO ou bien vous pouvez consulter le journal officiel. C'est le journal officiel du 29 décembre 2013. Le pharmacien est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de conserver une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est une obligation pour le pharmacien de garder une copie de toute ordonnance dispensée dans le cadre de médicaments stupéfiants. D'ailleurs, la pratique actuellement, il y a de nombreux pharmaciens qui gardent des copies d'ordonnance des prescriptions concernant les médicaments psychotropes. Donc ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Maintenant, il y a la durée. L'arrêté ne parle pas de durée. En France, on doit les garder pendant 3 ans. Et le registre sur lequel on doit consigner, donc l'ordonnancier, sur lequel on doit renseigner ces opérations de dispensation, doit être gardé pendant 10 ans, après la dernière utilisation. Chez nous, ce n'est pas précisé. Lorsque le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade, le pharmacien enregistre son nom et son adresse et demande en outre une pièce d'identité dont il reporte les références sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur de la santé et de la population de la wilaya. Donc il y a là certains points break. Ils vous disent quand ce n'est pas le malade qui se présente, c'est tout à fait normal. En général, c'est des malades lourds, c'est des malades qui peuvent être ou bien hospitalisés ou bien peut-être au niveau du domicile. Ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes pour donc avoir les médicaments. Donc quand le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade lui-même, nous sommes obligés donc de noter l'identité et de la consigner sur le registre. Le registre, justement, il est coté et paraphé par le directeur de la santé. Nous, d'habitude, pour tout ce qui concerne donc ce genre de produits, notamment les psychotropes, il est coté ou paraphé, ce qui est habituel chez nous, c'est le président du tribunal. Alors que la réglementation actuelle, elle dit qu'il doit être coté ou paraphé par le commissaire de police ou bien par le président de l'APC. Mais là aussi, il y aura du changement puisqu'il y a un arrêté en préparation pour la gestion des produits psychotropes. Et je ne sais pas si c'est le directeur de la santé qui va être retenu. Le registre doit comporter, outre les informations citées à la ligne ci-dessus, ce qui suit. Le cachet de l'officine. Donc pour les stupéfiants, on doit mettre le cachet de l'officine sur l'ordonnancier. La griffe du pharmacien, donc la griffe du pharmacien aussi, qui doit comporter le numéro d'inscription du pharmacien au Conseil de l'ordre, le numéro sous lequel la prescription est inscrite sur le carnet à souche, parce que vous avez remarqué que le carnet à souche comportait un numéro, et la date de dispensation. Donc, c'est les renseignements qui doivent être reportés sur l'ordonnancier.
Après la dispensation de l'ordonnance médicale, le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance les mentions suivantes. Sur l'ordonnance, pas sur l'ordonnancier. L'ordonnancier, on en a terminé. Maintenant, sur les ordonnances, qu'est-ce qu'on doit mettre? Le cachet de l'officine, ou les numéros d'enregistrement de l'ordonnance figurant sur le registre, parce qu'à chaque fois qu'on donne un produit, on fait un numéro d'enregistrement et le numéro d'enregistrement est reporté sur chaque produit sur l'ordonnance. Donc s'il y a plusieurs produits, il y aura plusieurs numéros d'enregistrement. La date de dispensation et les quantités délivrées. Donc on doit inscrire les quantités et ajouter la date de la dispensation. Le cas échéant, la dénomination commune internationale, quand on dit cas échéant, c'est-à-dire que c'est des renseignements qui ne sont pas obligatoires. Le dosage, la forme du médicament, la spécialité pharmaceutique ou bien sa substitution. La liste des stupéfiants. La liste selon la réglementation algérienne. À ce jour, donc, ou bien jusqu'à 2015, il y avait juste un arrêté qui listait 8 DCI. C'est l'arrêté de 1996, l'arrêté numéro 098. Donc il y a 8 DCI, parmi lesquels donc, la morphine chloridate, sulfate de morphine, la codéine et la folcodine. Et seulement, donc, depuis 1996, la liste n'a pas été actualisée. Mais en juillet 2015, il y a eu la publication, donc c'est récent, hein, juillet 2015. Il faut faire attention à ça. Donc, et c'est en application justement de l'article 3 de la loi 04-18 qui stipulait, la loi 04-18 qu'on a citée tout à l'heure, cet article stipulait que le ministère de la Santé devait publier 4 tableaux. Tableau des psychotropes, le tableau des stupéfiants, le tableau des plantes toxiques et le tableau des précurseurs chimiques, c'est-à-dire toutes les substances qui étaient concernées par cette loi qui portait lutte contre l'usage illicite des stupéfiants et psychotropes. Bon, donc ça c'est un arrêté signé par le ministre de la Santé, publié au journal officiel. Et l'arrêté, bon, le problème, c'est que l'arrêté, il a juste été publié en nature, comme ça. Il y avait juste l'article qui disait le présent arrêté fait objet, donc, voilà, en application des dispositions de l'article 3 de la loi 04-18, susvisé, le présent arrêté a pour objet de répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs en 4 tableaux, selon leur danger et leur intérêt médical, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. Nous ne sommes pas experts en matière de jargon juridique, mais quand on a consulté le journal officiel, on a trouvé l'arrêté, mais on n'a pas trouvé les listes. Les listes n'ont pas été publiées. Mais ceci a été décidé de manière officielle par le secrétariat général du gouvernement à la demande du ministre de la Justice qui jugeait que ces listes étaient sensibles et qu'elles ne devaient pas être publiées sur le journal officiel, mais qu'elles devaient faire l'objet d'une utilisation interne au niveau du milieu professionnel. Quand je dis milieu professionnel, c'est non seulement les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens dentistes, toutes les structures de santé, mais c'est aussi les services de sécurité et les services judiciaires, y compris les avocats par exemple. Mais l'astuce, c'est quand ils ont utilisé l'expression à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. C'est-à-dire, les listes ont été jointes à l'original de l'arrêté, mais elles ne sont pas publiables. Il s'en est suivi donc une longue période de discussion avec le ministère de la Santé, et pas seulement avec le ministère de la Santé, mais avec tous les ministères concernés, y compris donc les services de sécurité, la DGS1, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, et on est arrivé à un compromis. Les listes ont été finalement remises au mois de décembre au SNAPO et au Conseil de l'Ordre, charge à eux de les diffuser aux pharmaciens d'officine. Donc les pharmaciens d'officine qui ont besoin de la liste officielle de ces tableaux peuvent les obtenir ou bien auprès du Conseil de l'Ordre ou bien auprès des bureaux du SNAPO de la Wilaya. Donc s'agissant, on a vu que l'arrêté de 96 contenait 8 DCI.
Mais là, l'arrêté à 2015, nous avons 2 tableaux. Voilà, donc c'est les tableaux officiels du ministère de la Santé concernant les substances stupéfiantes, stupéfiants, pas psychotropes. Voilà, donc on a au moins une 60aine de produits. Donc, sanctions par rapport aux infractions sur la législation régissant les stupéfiants. Les sanctions sont prévues par la loi 04-18. L'article 16 stipule que est puni de 5 à 15 ans de prison et d'une amende de 500 000 à 1 million de dinars quiconque aura sciemment donc établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes, à délivrer des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales, à tenter de se faire délivrer ou se fait délivrer au moyen d'ordonnances médicales fictives des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert. Donc quand on dit la substance psychotrope, ça concerne les 4 tableaux. Est-ce que vous trouvez que c'est sévère? On trouve que c'est sévère. Et depuis d'ailleurs la promulgation de cette loi, beaucoup de pharmaciens ont été inquiétés, ils ont eu des problèmes. Mais on va voir ce qui se passe par exemple dans la législation française. Donc 5 à 15 ans de prison, 500 000 d'amende à 1 million d'amende. En France, qu'est-ce qui est fait en matière d'infraction? Dans le code pénal français prévoit un emprisonnement de 7 ans et une amende de 200 000 euros. Donc, par rapport à la gestion des produits stupéfiants au niveau de l'officine, il y a une relation très forte et très étroite qui intervient donc entre le médecin, le pharmacien et le malade. Et s'agissant de produits sensibles et difficiles à obtenir, mais aussi difficiles à dispenser, il y a certaines précautions à prendre, on l'a vu à travers la gestion, le consignement sur les registres, les procédures à respecter en matière d'ordonnance, etc. Et relever en matière de notification de l'identité et tout, faire des photocopies, préserver les archives pendant un certain nombre d'années, etc. Mais là, justement, d'ailleurs, c'est la difficulté que nous rencontrons par rapport à la gestion des psychotropes au quotidien au niveau de l'officine. Par moments surgissent des problèmes relationnels, que ce soit avec les prescripteurs ou bien avec les malades. Par moment même, je pense que certains malades sont choqués quand on leur dit écoutez, on a besoin de faire une photocopie, donnez-moi une pièce d'identité, je dois en garder une copie, je dois noter ça sur le registre. Le registre, il est contrôlé par les services de sécurité. C'est un peu des réflexes ou bien des attitudes qui entraînent par moments des réactions un peu négatives et d'incompréhension de la part des malades. C'est le but justement de cette remarque, c'est-à-dire que c'est les professionnels de la santé, dont les pharmaciens justement, doivent prendre certaines précautions en matière d'attitude, de réaction avec les malades pour que ces malades justement, ces patients qui déjà sont dans des situations très délicates, parce que c'est des malades lourds, c'est des malades qui souffrent, c'est des malades qui peut-être pensent qu'ils vont mourir, etc. Donc quand ils voient des attitudes comme ça, un excès de procédures, des attitudes un peu réservées de la part des pharmaciens, ça choque. C'est pour ça donc, en quelque sorte, c'est un appel qui est lancé aux pharmaciens pour qu'ils traitent un peu avec délicatesse, mais avec précaution, cette catégorie de malades, c'est-à-dire il faudra qu'on se comporte en vrai professionnel quand ils viennent chez nous. Donc même si c'est délicat, il faudra donc avoir une attitude qui puisse les rassurer ou au moins qu'on ne puisse pas avoir avec eux une attitude qui les choque. Donc nous devons de lire l'ordonnance et de réaliser son analyse pharmaceutique face aux patients avec la plus grande neutralité, en nous interdisant les commentaires ou les mimiques mal à propos. Si une dose ou une formulation nous semble inexacte ou imprécise, il nous faut nous mettre en contact avec le prescripteur et ne pas semer un doute préjudiciable, c'est le patient. Nous rassurons aussi le médecin de la bonne prise en charge du patient.
Là aussi, j'ai dit au début qu'il y a une relation très étroite et forte entre ces trois maillons, le médecin, le patient et le pharmacien. Non seulement il faut instaurer une relation de confiance entre le pharmacien et le patient, mais il faut aussi que le médecin ait confiance en le pharmacien chez qui son patient s'est adressé. Il faudra que le médecin, c'est-à-dire sache qu'il y a une bonne prise en charge, qu'il y a une conscience professionnelle et qu'il doit être aussi rassuré par rapport donc à la qualité et à la bonne prise en charge du patient qui s'est présenté au niveau de l'officine. Bon, un autre type de maladresse consiste à exagérer l'importance des formalités administratives au détriment de l'acte de soin et de bloquer une situation alors que délivrance, conseil et écoute des malades sont prioritaires. Et ça, justement, on le fait et on le vit quotidiennement par rapport aux procédures administratives du tiers payant. Quand on a des patients qui viennent, l'ordonnance, elle est par moment prise en charge beaucoup plus sur un plan administratif. On est beaucoup plus attelé à ne pas se tromper quand on saisit les produits sur le logiciel, à ne pas se tromper sur les prix, ne pas se tromper sur les quantités, à décoller, coller les vignettes, bien imprimer la facture. Dans la plupart des cas, pratiquement le rôle du professionnel de la santé qui est par la suite de bien conseiller, de bien rassurer le malade, de prodiguer les meilleurs conseils possibles en tant que professionnel de santé envers ce malade, passe malheureusement au second plan. La tâche, elle est administrative, elle est ardue, elle est intense et malheureusement, ça nous a détourné un peu de notre vocation initiale. Je parlais tout à l'heure de préparation. Bon, en même temps, c'est un exemple de préparation magistrale par rapport à des produits contenant des produits stupéfiants ou bien morphiniques, mais ça donne aussi un exemple sur la difficulté d'avoir des produits morphiniques, même en France. Là, c'est l'exemple d'une famille qui a fait le tour de 19 pharmacies pour obtenir donc cette préparation qui est nommée élixir de Brompan, c'est une suspension orale à base de morphine pour soulager les douleurs. Alors, vous voyez, même en France, il y a ce problème de prise en charge et de disponibilité et de préparation des produits morphiniques ou bien du tableau B. Mon but à travers la communication d'aujourd'hui, c'était surtout de donner un aperçu réglementaire sur les dispositions qui intéressent les pharmaciens et qui gèrent donc les produits du tableau B ou bien les morphiniques. Mais sur le plan technique, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Je pense que nos confrères de la pharmacie hospitalière en connaissent largement sur la question. Mais pour réellement s'investir dans le volet des morphiniques et des produits du tableau B, chacun de nous a besoin d'une formation détaillée, complète, technique et réglementaire. Justement, à travers justement cette idée de relancer l'idée de la prise en charge des malades soumis aux produits anticancéreux ou bien morphiniques au niveau de l'officine, au niveau du SNAPO, donc, on va lancer une formation pour expliquer aux pharmaciens de quelle façon ces produits peuvent être pris en charge au niveau de l'officine. Mais je rappelle donc que c'est une histoire dans laquelle on doit s'impliquer pour réaffirmer notre rôle au sein justement du système de soins, parce que personne ne peut l'assurer à notre place et il y a beaucoup de malades qui souffrent justement et qui ont besoin de ces antidouleurs. La prise en charge de la douleur, c'est un problème très important qui intéresse une grande partie des malades de notre pays et nous devons assumer notre rôle et notre tâche en la matière. C'est dans ce but justement que lors de la journée nationale du 28 mars, nous avons invité le professeur Bouzid pour
18 mars. 18 mars à l'hôtel Laurasie, nous avons donc programmé une communication sur la prise en charge des malades atteints du cancer. Et ça sera donc le professeur Bouzid qui est très favorable justement à la dispensation des produits antidouleurs et des produits contre le cancer au niveau de l'officine. Nous avons un rôle à jouer et nous devons l'assumer. La communication par rapport à la gestion de ces produits, elle est très importante. Nous devons apprendre à communiquer avec les prescripteurs pour une meilleure prise en charge des malades qui nous ont été confiés, mais aussi parce que le contact il est indispensable pour la prise en charge d'une prescription touchant ces produits. Il y a un contact direct, au moins par téléphone, entre le pharmacien et les prescripteurs. Il peut y avoir des erreurs de part et d'autre. Donc nous avons besoin les uns des autres. Les prescripteurs ont besoin des pharmaciens et les pharmaciens ont besoin des médecins. Une bonne communication, une bonne coordination doit sévir en la matière. Mais aussi par rapport aux patients. Nous devons aussi être formés pour une bonne prise en charge de ces patients parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être accompagnés et même la prise des médicaments, elle doit être très très bien expliquée, mais aussi ils doivent être rassurés parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, à chaque fois qu'il y a par exemple un produit comme le Lexomil ou bien le Lysanxia dans une ordonnance et qu'on demande l'identité ou bien qu'on va inscrire ça sur l'ordonnancier, il y a tout de suite une réticence. C'est quoi ça? C'est une drogue, etc. Donc il y a cette peur. C'est pour ça donc, s'agissant de stupéfiants, il faudra jouer encore un rôle plus important vis-à-vis du malade, lui expliquant convenablement que ce n'est pas parce que c'est une drogue qu'il risque obligatoirement une accoutumance, il faut juste respecter le protocole du traitement. L'actualité, donc actuellement vous êtes au courant qu'il y a un plan anti-cancer du président de la République et c'est une priorité nationale dans le plan de santé établi par notre gouvernement. C'est un plan qui a été lancé sur instruction donc, du président de la République. Il y a le professeur Jitouni avec son adjoint dans ce comité, professeur Bouzid, qui mène le plan anti-cancer. Il y a un budget de 180 milliards de dollars, de dinars qui est consacré à ce plan. D'ailleurs, l'une des raisons de l'augmentation de la facture d'importation en 2016, c'était justement l'introduction et l'importation des médicaments entrant dans ce cadre. Il y a 45 000 nouveaux cas de cancer en Algérie. C'est vous dire donc l'ampleur que prend cette maladie et la nécessité que les pharmaciens s'impliquent dans la prise en charge de ces malades. Non seulement par le conseil et l'accompagnement, mais aussi par la détention et la dispensation des médicaments qui les concernent. Et nous militons bien sûr parce qu'il faut que vous sachiez qu'actuellement, d'ailleurs je pense que ça va faire l'objet d'un débat plus tard, actuellement il y a beaucoup de médicaments contre le cancer que les malades ne peuvent obtenir qu'auprès des structures hospitalières, des pharmacies hospitalières ou bien auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc nous militons pour que les malades en ambulatoire puissent avoir accès à ces produits au niveau de l'officine et ça a fait déjà l'objet d'une décision dans ce sens par un conseil interministériel à la fin de l'année 2012, mais il n'y a pas eu de concrétisation sur le terrain. Mais le SNAPO milite pour que ces produits soient disponibles au niveau de l'officine. C'est pour ça que nous devons nous préparer dès maintenant par la formation pour la détention et la dispensation de ce genre de produits. Actuellement, il y a la loi 0418 qui est en train de réviser. Ça concerne les produits justement stupéfiants. Il y a aussi un arrêté ministériel qui est en préparation pour la gestion détaillée de ce genre de produits. Voilà, donc là je ne fais que me répéter. Merci de votre attention. Merci.